Média Débat. Bienvenue à cette deuxième partie de ces débats sur l'insertion des migrants. Cette tranche est consacrée à la participation du public. Ce débat public est co-animé par 3 journalistes sur le plateau. Je suis Mariam Koulibaly, journaliste à Studio Tamani au Mali. Et moi, c'est Aimé Roland Ouedraogo, des studios Yafa du Burkina Faso. Et avec le public. Je suis Rafika Taher du studio Kalangou du Niger. Et on parle aujourd'hui sur ce plateau avec Bayri Traoré, sociologue, membre de l'association malienne des expulsés AME, Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur et enfin Sori Ibrahim Foufana, spécialiste des questions migratoires. Bonjour Rafika. Bonjour Aimé, bonjour Mariam, comment vous allez? Bien, et vous? Ça va. Alors, bonjour cher public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, je rappelle que le débat porte sur le retour des migrants du Niger, au Burkina Faso et au Mali. C'est un débat qui est coproduit par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, maintenant, à vous la parole. C'est l'occasion de poser vos questions. J'espère que vous avez bien pris note. Vous avez bien pris note? Alors, nous allons procéder comme suit. On va aller par des sessions plutôt de 5 questions. Vous allez poser vos 5 questions. Nos invités vont y répondre. Et après les 5 questions, vous pourrez reposer d'autres questions, ainsi de suite. Donc, avant de poser les questions, chaque personne doit d'abord se présenter, dire ce qu'il fait dans la vie, tout ça là. Vous êtes prêts? Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier? Je m'appelle Amadou Kanté. Je suis un ancien de l'EHP à la retraite. Je veux surtout parler des causes de l'immigration. Parce que je vais du côté de M. Keïta, qui avait dit que l'immigration était une question de culture sociale à Caille. Je le dis en connaissance de cause parce que je viens de quitter Caille il y a quelques mois et j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans. Spécialement dans le cercle de Bafoulabé, au Soubidiania précisément, les gens partent à l'exode pour se faire des vaches. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de cette localité. Pour se marier, il faut donner 11 vaches. Comme dot? Oui, comme dot. Donc j'ai fait le tour de cette zone. Je n'ai pas vu de gros bâtiments, de belles concessions. Mais tu t'assois pendant 1 heure de temps, tu verras une caravane de vaches de 2000, 3000 pour une seule personne. On va à l'exode par jalousie, par comparaison. Si tu n'es pas parti à l'exode là-bas, on te traite de vaurien, de bon à rien. Donc ça, c'est une cause. Mais je vous avoue que la première cause de l'immigration au Mali, c'est parce que le Malien est commerçant de nature. On ne peut pas se dire qu'il y a 100 ans qu'il y avait la difficulté, qu'il y avait la sécheresse. Mais cependant, si tu fais le tour de l'Afrique, où que tu ailles, tu trouveras un Malien qui revendique que ses origines sont maliennes. C'est dû au fait que le Malien se déplace trop, il est commerçant. Excusez-moi de parler de moi-même. Quand j'ai fini les études à l'EHP, fort de mon diplôme, je suis un gestionnaire, 83-84. Donc, je suis allé au Libéria dans le but d'aller aux États-Unis. Ce n'était pas parce qu'il y avait la difficulté ici, parce qu'à l'époque, les sortants de l'EHP avaient directement un emploi ici. Quand je suis allé, j'ai eu du boulot là-bas et je suis resté. La guerre m'a ramené. Donc j'étais un réfugié libérien. On a été bien reçus ici et on nous a logés au camp 1. On nous donnait du vivre, de quoi à manger, à se coucher et on nous donnait $100 par mois. Donc comme je suis du Mali, donc j'ai fait un mois et le second mois je suis rentré chez moi. Donc
le problème principal pour moi, ce qui motive les jeunes à partir à l'immigration, est que ceux qui sont à l'extérieur pendant des années, ils collectent 3 mois, 6 mois, 1 an de salaire dans des difficultés énormes. Certains font 2 boulots, 3 boulots. Ils vivent dans des conditions misérables. Ils viennent ici avec 2 millions, 3 millions, 5 millions et ils éblouissent aux yeux des gens qui sont ici, qui ne savent pas comment ils vivent là-bas. Donc on a envie d'imiter ces gens alors qu'ils souffrent là-bas. Ce sont ces gens-là qui doivent montrer le vrai visage de l'exode aux jeunes qui sont là. Pour vous, c'est un jeu de flatterie. Voilà. Okay. Donc c'est ce qui motive les gens. Tu vis là-bas difficilement, tu viens éblouir aux yeux des gens comme si tu es à l'aise là-bas, alors que tu vis là-bas difficilement. Dans les années 70, Libéria était l'Eldorado, Monrovia était l'Eldorado. Les Libériens ne connaissant pas l'or, on vendait de l'or comme des cacahuètes, des tas de cacahuètes à $1. Ils ne connaissaient pas l'argent. Cela témoigne de leur monnaie d'$1. C'est écrit là-dessus, 1962. C'est de l'argent. Les Maliens ont tout pris. Et Samuel Doe a fait une autre monnaie qui n'est pas l'argent. Donc, tu t'acconnais à chanter l'éloge de Monrovia Dioula. C'est ce qui a fait que tous les Saragolais sont partis. Donc, vraiment, les gens quittent sans aucune formation au préalable, ne sachant pas parler français, ni bambara même. Hein. Merci, M. Konaté, pour ce témoignage très important, très intéressant. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez une question? La question, bon, non, c'est simplement un témoignage. C'est simplement un témoignage, c'est dire aux gens que ceux qui sont à l'aise ici ne partent jamais à l'extérieur. Merci, M. Konaté. Ceux qui sont à l'aise, et pour revenir à ce que M. Keita a dit, oui. Pour partir en France, il faut 5 millions, 4 millions. Je connais des gens qui font partir les gens à 4 millions, 5 millions. Tu ne peux pas dire que tu as 4 millions et que tu es pauvre. Ce n'est pas à cause de la sécheresse. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci. Il y avait un monsieur loin dans le public qui voulait prendre la parole. Il n'est plus là. D'accord. Moi, c'est Siaka Sidibé, étudiant à l'École supérieure de journalisme, de la science et de la communication. J'ai une question à M. Boulaye Keita, si je ne me trompe pas. Il y a cela 2 jours, nous avons vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux des Maliens refoulés à Samaka, une localité du nord du Niger, réclamant une aide du gouvernement malien pour le retour dans le pays. Est-ce que l'État malien a pris connaissance de la situation? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Mohamed Ag Issa Fetak. Je viens de Menaka, une région qui ne connaît pas peut-être l'immigration, mais qui pourrait peut-être la connaître un jour. Je voudrais d'abord remercier les invités pour la pertinence dans leurs réponses. Le Mali, le Niger, depuis le Burkina, ont des sols extrêmement riches. Mais pourtant, il y a un contraste. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens se déplacent pour aller chercher ailleurs. Est-ce que la principale cause de l'immigration n'est pas la mauvaise gouvernance? Moi, je suis Mariama Aboubakar, étudiante à l'EJSC, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Avant de poser mes questions, je voudrais tout d'abord remercier nos chers débatteurs. Vraiment, c'était vraiment bien, remarquable, avec des propos probants. J'ai beaucoup appris. Mon carnet de notes est bien rempli. Merci beaucoup. Alors, mes questions sont les suivantes. Pour l'instant, j'ai que 2 questions. La malgouvernance ne contribue-t-elle pas à la migration? La malgouvernance, est-ce qu'elle contribue à la migration? Vous avez aussi parlé de ce que l'État doit faire.
j'ai apprécié. Nonobstant, je voudrais savoir quelles solutions préconisez-vous pour que ces migrants vivent dans des conditions favorables. Merci. Une dernière personne pour cette série de 5 questions, s'il vous plaît. Je me présente à l'identité de Chouaïbou Touré, étudiant en Master 1, Gestion des ressources humaines, à l'Institut d'INTEC-SUP, ici à Hippodrome. Chouaïbou Touré. J'ai une question pour M. Souri Ibrahima. Dans un temps de crise économique, par exemple, s'il y a-t-il des démarches que l'État peut emprunter pour aider les migrants, quelles seraient-ils? Reformulez votre question, s'il vous plaît. Je dis dans un temps de crise économique, quelles seraient les démarches empruntées par l'État pour aider les migrants? Certaines questions ont été ciblées. Est-ce que vous pouvez y répondre, notamment à la question de qui déjà? Monsieur Kanté. Siaka Sidibé qui posait une question à M. Boulaye sur les Maliens qui seraient en difficulté au Niger, à Sabaka, si l'État a eu à secourir ces migrants-là. Je peux répondre directement? Oui, allez-y. Okay. Merci beaucoup, M. Sidibé, pour la question. Effectivement, nous sommes en fait, c'est devenu genre une tradition maintenant pour que les migrants... C'est-à-dire que nous planifions les vols. Nous planifions les vols. Et en fonction de cette planification aussi, et fonction d'arrivée des migrants dans les centres d'accueil, que ce soit à Samaka ou que ce soit à Agadez. Maintenant, une fois qu'ils sont à Samaka, c'est en rapport avec l'OIM, c'est des bus qui sont empruntés pour les amener au centre d'Agadez. Et c'est à partir d'Agadez maintenant que les avions sont affrétés pour les acheminer. Et maintenant, par semaine, à moins, on a 500 personnes à rapatrier. Par semaine? Par semaine. Dans le centre d'accueil, vous pouvez vérifier. Hier, on a eu 250 personnes qui sont arrivées. Et en début de semaine aussi. Et même samedi ou dimanche encore, il y a un autre vol qui arrive. Toujours du Niger seulement? Venant du Niger seulement. Okay. Mais comme je l'ai dit, souvent les gens sont pressés. Quand vous arrivez, vous trouvez des centaines de gens devant vous. Alors que les vols sont planifiés en tenant compte de ça. Et maintenant, c'est devenu une tradition. Les gens, une fois qu'ils sont pressés, ils font des vidéos, ils mettent sur les réseaux sociaux. Et je l'ai dit, en 2023... Et ce n'est pas la résolution. Hein? Ce n'est pas la résolution de faire des vidéos. Non, ils font des vidéos, mais déjà, des dispositions sont en cours. En lieu et place, qu'est-ce qu'ils En lieu et place, comme je viens de le dire, à Samaka, à un moment donné, on avait jusqu'à 7000 personnes, courant 2023. Jusqu'à 7000 personnes. Donc, le premier travail a consisté à les amener dans le centre d'accueil d'Agadez, qui est beaucoup plus grand. À Samaka, c'est une petite localité où la population locale n'atteignait pas les 2000 personnes, mais on avait plus de migrants que la population. Donc, c'était devenu un problème à ce niveau. Mais en rapport avec l'OIM et puis les autorités nigériennes, ce sont des migrants qui ont été assimilés vers le camp d'Agadez. Il y a un camp à Arlit aussi. Moi, je connais beaucoup le Niger, j'ai fait beaucoup de terrain dans ce pays. Et donc, mais le temps d'attente, pour les gens, ce n'est pas normal. Si je suis là aujourd'hui, je vais être rapatrié au Mali, il faut que je sois rapatrié. Et vous avez trouvé quelqu'un qui est là depuis 1 mois. Donc, je pense que la patience recommande quand même d'attendre que cette personne soit rapatriée. Mais ils sont en situation de détresse aussi. Mais là, quelqu'un qui est là depuis 1 mois, il est en situation de détresse. Oui. Vous qui venez d'arriver, vous êtes aussi en situation de détresse. Mais je pense qu'il faudra aussi hiérarchiser les détresses. Parce que le camp aussi, il y a des délais pour sortir. Est-ce qu'ils sont informés du calendrier de vol? Ils ont toutes les informations. Okay. Ils ont toutes les informations, mais seulement c'est des gens qui sont pressés. Ils veulent la rentrée, si on ne rentre pas, il faut faire une vidéo. Une fois que la vidéo circule sur les réseaux sociaux, ils vont les répondre. Alors que déjà des dispositions sont en cours. Je l'ai dit, en 2023, nous avons rapatrié plus de 6000 personnes et les 5000 personnes venaient de l'Algérie via le Niger. Et là, finalement, on a compris, à chaque fois qu'il y a des rapatriements, les gens demandent à être rapatriés beaucoup plus tôt encore. Et ce qui est compliqué aussi. Parce que tout ça, il faut les planifier avec les autorités du Niger, avec notre partenaire international et d'autres acteurs aussi qui interviennent, notamment la société civile, les ONG, dans l'identification avec la mission diplomatique. Parce que quand vous arrivez, il faudra qu'on identifie quand même clairement que vous êtes malien. Il faudra que la mission diplomatique certifie que vous êtes malien. Souvent, il arrive de rapatrier des gens, si on ne fait pas attention, qui ne sont pas aussi maliens et qui aussi peuvent poser d'autres problèmes. Donc, le temps de les identifier, d'organiser les vols, souvent, ils sont pressés.
Sinon, nous sommes les premiers pays au monde qui a rapatrié beaucoup plus. De 2017 à maintenant, il y a plus de 50 000 personnes qui ont été rapatriées. J'ai les chiffres qui peuvent être vérifiés, si vous voulez, à tout moment, avec les noms, les prénoms, et même les localités d'origine de ces gens-là, avec un profilage très clair à la base. Le Mali est le premier pays, ce n'est pas un Africain, dans le monde à pouvoir mettre en place un dispositif de rapatriement plus que tout le monde. Sinon, c'est des gens qui vont être assistés. Moi, j'ai le programme de vol jusqu'au mois de mars. Je peux vous faire parvenir. C'est sur des centaines de personnes. Alors, mais, voilà. Ok, Mohamed Issa Feitan et Mariam Aboubakar de l'école supérieure avaient une question identique. C'était de savoir si la mauvaise gouvernance ne serait pas l'une des causes de la migration. Est-ce que vous pouvez y répondre, M. Sori Fofana? Je peux répondre. Effectivement, comme l'a souligné, la mauvaise gouvernance est l'une, n'est-ce pas, des causes de la migration. Pourquoi? Parce qu'au départ, bon, je ne sais pas pour accuser, hein, donc c'est pour relater les faits tels qu'ils ont été faits. Donc, au départ, la société, n'est-ce pas, les gouvernants n'ont pas mis les bouchées doubles pour pouvoir quand même créer les conditions favorables pour que la population, n'est-ce pas, nos concitoyens restent, n'est-ce pas, au Mali ici. Donc, le manque, n'est-ce pas, d'avenir, le manque de perspective dans le futur pousse la majeure partie, n'est-ce pas, de ces gens à l'immigration. Parce que, vous savez qu'après les formations, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'avenir. Donc, ce sont les jeunes diplômés sans emploi qui croupissent, n'est-ce pas, dans la misère. Et donc, les formations que nous faisons, parce que ne permettent pas l'insertion de tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants que, c'est-à-dire, on va à l'école, on a le diplôme, pas toujours pour travailler, n'est-ce pas, au compte de l'État. Créer des associations, créer, n'est-ce pas, des entreprises pour vous-même et évoluer, ça paye mieux que l'État. Donc l'État, n'est-ce pas, depuis le temps immémorial, n'est-ce pas, a failli un peu à son devoir parce que les systèmes de développement socio-économique du pays n'étaient pas à hauteur de souhait pour pouvoir retenir la majeure partie des populations. Donc s'il n'y a pas... Oui, sorry, excusez-moi de vous interrompre. Tantôt vous liez la migration à une histoire de culture, tantôt à une histoire de malgouvernance. Où est-ce que le problème se situe? Le problème de la migration. Oui. Le problème se situe parce que, comme l'a dit, le manque... Est-ce une difficulté de culture issue dans les cultures ou bien c'est la malgouvernance? Donc, l'une des causes, c'est la malgouvernance. L'une des causes? L'une des causes, c'est la malgouvernance aussi. Parce que le terrain n'a pas été bien préparé pour, n'est-ce pas, et retenir, n'est-ce pas, les populations, c'est les concitoyens qui veulent immigrer vers l'extérieur. Donc, on va retourner la même question à M. Bahiri Traoré, qui est sociologue. Il est membre de l'association malienne des expulsés. Je me dis qu'il rencontre aussi souvent les migrants de retour. Est-ce que vous pensez que la malgouvernance est l'une des causes de la migration? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, la malgouvernance est bel et bien une des causes de la migration. Mais ce n'est qu'une cause en partie. Ça n'explique pas tout. Il y a, comme monsieur venait de poser la question, il y a la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. En même temps, la migration dans certains endroits est culturelle. En plus de tout ça, les gens migrent souvent. Bon, la désinformation ou bien la curiosité suscite même souvent à certains jeunes à migrer. Pour preuve, il y a un de mes camarades de promotion qui a l'habitude de nous dire ça. Il y a un Sarakolé, voilà, qui avait un grand verger. Donc, après la cueillette, il pouvait faire 2 millions de recettes, mais quand tu retournes dans les vergers, tu as l'impression que personne n'a mis pied ici. Vous voyez? Mais quand lui, ses amis d'enfance revenaient de la France, qui ont eu la chance, ou je ne sais pas, la malchance d'aller en France, quand tu les reviens, il parlait des métros, des micro-ondes. Bon, lui, il n'avait pas d'histoire à raconter. Lui, il s'est dit que franchement, il faut que moi aussi, je migre, quoi. Et c'est ainsi qu'il est parti. Quand il est parti là-bas, il s'est retrouvé sans papier et quand tu le revenais, il n'a même pas pu revenir à temps, donc le verger aussi a été gâté, quoi. Donc lui, dans sa recherche, il demandait aux gens les différentes causes qui les ont amenés en France. Le gars dit que moi je suis venu en France parce que je suis maudit, quoi. Il dit, ah mais monsieur, est-ce que vous avez compris la question? Il dit, oui, je l'ai compris. Mais pourquoi? Donc l'explication que je viens de donner, c'est ce que lui, il a donné.
Voilà, donc surtout en ce temps des réseaux sociaux aussi, quelqu'un vient de le dire, ils ont vu des images sur les réseaux sociaux relatives à des migrants bloqués. C'est ça, les gens ne donnent pas la bonne information. Les gens ne donnent jamais la bonne information. Un migrant peut quitter ici pour aller à l'extérieur, même si depuis le premier jour de son arrivée, il a été emprisonné. Le jour où il va avoir la chance de sortir, il va se mettre dans l'endroit le plus bel de la ville pour faire une photo et puis poster ça. Donc les jeunes le voient, ils disent que non, vraiment, lui, là, il vit dans l'Eldorado. Il faut que moi aussi, j'ai pris bagage, quoi. Bon, c'est culturel aussi chez ces mêmes Sarakolais-là. Pour preuve, en 2007, j'ai eu à faire une étude sur la migration dans le cercle de Banamba. L'étude concernait les 9 communes du cercle de Banamba. Mais précisément dans la commune de Cuban, le maire à l'époque était un Sarakolais, un certain Diakité. Il m'a dit que Traoré, vous savez, chez nous, les Sarakolais, la migration est culturelle. Les jeunes Sarakolais doivent voyager, aller loin, et même très loin, pour pouvoir parler parmi ses semblables. Donc c'est à la fois culturel et une mauvaise gestion. Mais tous les migrants ne sont pas des illettrés, tous les migrants ne sont pas des gens qui n'ont pas de formation. À l'école, souvent, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre la formation et l'emploi sur le terrain? Oui, bien sûr. Ça, quand même, nous l'avons toujours évoqué dans nos différentes rencontres, surtout avec la NPE. Il y a une forte adéquation entre la formation que les jeunes suivent à l'école et puis le marché de l'emploi. Donc, si tu finis avec ta formation et que tu ne trouves pas de répondant de cette formation dans le pays, tout le monde n'a pas le courage de faire une reconversion. Ça, c'est un problème. Donc, en plus de cela, beaucoup pensent que, en tant que j'ai ce diplôme-là, forcément, il faut que cette activité que je mène, sinon mes études n'auraient servi à rien. Donc, c'est souvent ça les problèmes aussi. Merci pour toutes ces informations. Il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, notamment celle de Mariam qui demandait quelle est la solution pour une condition de vie favorable. Merci, merci beaucoup. Mais permettez-moi, avant de répondre à la question, quand même, de revenir un peu sur la mauvaise gouvernance. Moi, je pense qu'il faudra avoir le courage de se dire un certain nombre de vérités. La mauvaise gouvernance, c'est devenu comme la Covid-19, quoi. Tout ce qui ne marche pas, on trouve le moyen de mettre la mauvaise gouvernance là-dessus. Mais tout ce qui a été rappelé comme facteur culturel, comme facteur historique à la migration, je pense que ça nous édifie largement sur la question. Autre chose, la question de l'emploi, je pense qu'il faudra se le dire aussi clairement. L'État ne crée pas d'emploi, en fait. Et partout dans le monde, l'État régule par contre le marché de l'emploi avec le secteur privé. Moi, je pense qu'en pensant que l'État va créer de l'emploi pour tout le monde, c'est là où on se trompe. L'État ne pourra jamais créer de l'emploi pour tout le monde, mais l'État régule le marché avec le secteur privé. On pourra faire des recommandations, aller dans ce sens, vraiment de faire en sorte que le secteur privé puisse être un secteur capable de créer de l'emploi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je viens de le dire. Quand vous faites une évaluation des projets aujourd'hui dans le domaine de l'insertion, 80% des projets échouent. 80% des projets échouent. Parce que les gens ne sont pas concentrés, ils sont sur autre chose. Les opérations de rapatriement, nous avons pu recenser des gens qui ont fait 3 fois les mêmes opérations de rapatriement. Parce qu'ils savent que c'est un dispositif où on a le bio gratuitement, on vient au Mali, on fait 3 mois, 4 mois, on retourne. Et puis 18 mois encore, quand j'aurai besoin, je pourrai revenir par ça pose des problèmes quand même. Ça pose des problèmes. Donc c'est pourquoi, moi je pense qu'au niveau de la jeunesse aussi, il y a un véritable travail à faire. La crise de l'emploi aujourd'hui, c'est une crise généralisée. Même dans les pays les plus développés, je pense que c'est l'une des questions les plus centrales. Mais maintenant, est-ce que je suis d'accord qu'il faudra réformer notre système universitaire? Dans un pays où nous avons des milliers de gens qui sortent des écoles de droit, ça pose un problème. Et dans un pays où 70% de la population, dans nos 3 pays d'ailleurs, sont concernés par le secteur agricole, qu'on n'est pas capable d'avoir des ingénieurs, des techniciens dans le domaine agricole pour accompagner les gens, ça pose problème. Je pense que c'est là où il faudra comprendre. Troisième élément, l'entrepreneuriat, on ne pourra pas faire une autre alternative sur la problématique de l'emploi si on ne promouvoit pas l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je suis d'accord qu'il faudra les accompagner. Mais dire que j'ai un diplôme en droit, si je ne suis pas avocat ou si je ne suis pas magistrat, je ne vais pas travailler, ça ne marche pas. Ce monde-là est fini, ce monde est derrière nous. Nous sommes dans un monde où la compétition aujourd'hui est très très rude. Au-delà de la formation, c'est d'aller voir ce qui peut marcher. Ce qui peut marcher, même si ça n'a rien à voir avec ma formation. Et chercher à se former, se perfectionner et continuer. Mais dire que l'État va jouer tout le rôle, je pense que c'est se tromper. La question de la migration, c'est une responsabilité partagée. On vient de parler du cas des communautés locales.
Si vous n'êtes pas migré, vous avez du mal à avoir une femme, ou bien on va vous donner une femme handicapée dans votre communauté. Ça pose des problèmes. Il faudra conscientiser aussi cette communauté. Et maintenant, pour revenir à la question de Mariam, déjà, comme je l'ai dit, il y a des dispositifs qui sont en cours. Ces dispositifs-là, il faudra les renforcer. Et le renforcement de ces dispositifs, ça passe aussi bien par l'État que les partenaires internationaux, mais aussi par la diaspora. Parce que je l'ai dit, si vous prenez 100 jeunes de la région de Caille, 90% ont bénéficié de l'appui d'un parent qui est à l'extérieur pour faire la migration irrégulière. Il faut que la diaspora aussi soit sensibilisée pour dire que les moyens que nous mettons aujourd'hui, ça met en péril la vie même des jeunes. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui arrivent traumatisés. Mais il faudra leur proposer une chance de réussir aussi dans ces villages-là, avec tout un dispositif d'accompagnement social. Et là, je pense que c'est à là. Et au-delà, l'OIM, c'est le grand partenaire avec lequel, personnellement, au-delà du ministère, c'est des gens avec lesquels je travaille tous les jours. Je leur ai dit, quelqu'un qui a mis 1 million, 2 millions pour arriver en Libye, ce n'est pas 800 000 qui va l'empêcher de retourner, s'il veut retourner. Il faut qu'on ait effectivement des dispositifs plus costauds qui prennent en compte l'aspiration du migrant de sa communauté d'origine, ou même l'idée d'avoir des projets communautaires qui intègrent les migrants, les non-migrants et la communauté d'origine. Si vous faites une adduction d'eau pour un jardin maraîcher aujourd'hui, ça peut servir la communauté d'origine, ça peut employer des jeunes qui sont revenus et des jeunes qui n'ont pas migré. C'est fondamental. Sans ça, les petites solutions de 700 000 ou 600 000 pour des projets, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, 5 autres questions, s'il vous plaît. Moi, je suis Omar Kébé, stagiaire à Studio Tamani. Et j'ai une question par rapport aux migrants qui sont en cours de rapatriement à leur pays d'accueil. Souvent, ils sont confrontés à des problèmes d'insécurité. On les attaque en cours de route, ne serait-ce que même leur téléphone, on retire ça. Est-ce que les autorités ont des solutions pour anéantir ça? C'est ma question. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est Assitan Keita. Ma question, ça concerne les expulsés. Et les expulsés qui sont venus, est-ce que vous avez des informations concernant leur cohabitation avec leurs épouses? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le fait qu'ils soient expulsés ne va pas amener une source de tension dans leur foyer? Comment est-ce que leur cohabitation se passe avec leurs épouses? Merci. Voilà, je disais, vous savez, à Agadez, au nord Niger, c'est la route de la migration. À un moment, il y a une loi qui a été adoptée par les autorités pour criminaliser toutes les activités liées à la migration. Récemment, cette loi a été abrogée par les autorités du Niger. Cela ouvre une porte pour les nouveaux départs. À ce niveau, qu'est-ce que l'État malien et les autres États font pour cadrer ou bien recadrer cette migration-là? Parce que de toutes les façons, on sait qu'il y aura de nouveaux départs, il y a de nouvelles tractations dans les déserts, il y a le risque. Est-ce que vous faites des sensibilisations à l'endroit de ces jeunes pour les retenir ici à la maison? Et si vous avez aussi d'autres actions que vous comptez mener pour contenir cette jeunesse ici au Sahel? Je suis Aladine Ould Abdoulaye, étudiant en relations internationales et diplomatie. Et ma question est la suivante. Quel dispositif l'État met en place pour freiner la progression de ces immigrants-là au niveau interne? Parce qu'on sait tous, au niveau interne, on sait tous que lorsqu'ils vont quitter Caille ou lorsqu'ils vont quitter quelle que soit la localité géographique au Mali, ils vont se diriger soit vers le nord, passer par l'Algérie ou passer par la Libye. Donc quel est le dispositif que vous mettez en place ou les renseignements que la police des frontières dispose pour pouvoir soit savoir que ces gens sont en train de procéder à une immigration irrégulière et de les rapatrier directement au niveau national? Voici la question. Assitan Kimbiri, stagiaire à l'ESSOR. Ma question est, est-ce que vous avez des stratégies pour aider les migrants qui viennent de façon involontaire? Voilà pour la deuxième session de 5 questions. Mariam et mes chers invités, la parole est à vous. Merci. Nous allons essayer de trouver avec nos invités les réponses à ces différentes questions, commençant par celle de Omar Kébé. Migrants et agression, qu'est-ce que l'État malien fait à l'endroit de agression, les migrants maliens qui sont agressés? Ouais. Merci beaucoup, Kébé, pour la question. Bon,
Vous savez, comme je l'ai dit, une fois que les migrants sont identifiés, ils sont quand même dans un environnement sécurisé. Hein, ils sont dans un environnement sécurisé, mais le problème, c'est souvent l'identification. En attendant de voir qu'ils sont assistés par des organisations locales, souvent à l'intérieur du pays, et aussi d'autres organisations humanitaires, ils peuvent effectivement... Il y a un lien direct entre l'insécurité et puis la migration, parce que les migrants empruntent les mêmes routes que ceux qui sont à la base de l'insécurité. Mais une fois qu'ils sont identifiés et qu'ils sont dans un dispositif de rapatriement, à ce niveau, moi, je peux vraiment vous garantir qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Les convois, souvent, si c'est par bus, depuis le Niger, en traversant le Burkina jusqu'au Mali, c'est des convois vraiment qui sont sécurisés. Et à ce niveau, mais le temps de bénéficier de cette assistance, il peut y avoir des problèmes, que malheureusement personne ne contrôle. Ça peut arriver à un voyageur tout court, peut-être qu'il se rend d'une localité à une autre qui n'est pas un candidat à la migration. Mais une fois qu'ils sont dans un dispositif vraiment, dans un centre ou bien au cours du voyage, ça ne pose pas de problème. Mais le temps d'être identifié, c'est des événements malheureusement qui peuvent arriver. De Assitan Keita, la relation entre les expulsés et leurs épouses. Moi, je pousserais plus loin avec la société. Comment est-ce que ces expulsés sont perçus par la société après par leurs épouses? Okay. Je crois qu'elle précise les volets épouses parce qu'elle est femme. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Assitan, pour la question. D'accord, comme je le disais, les expulsés font partie des catégories des retournés involontaires. Donc, l'expulsion, d'abord, c'est quoi? C'est une décision par laquelle un État ordonne à une ou plusieurs personnes, étrangères ou apatrides, de quitter son territoire dans un délai donné. Oui, c'est ça l'expulsion. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas de problème avec la société en général et leur épouse en particulier? Bon, époux ou épouse en particulier. Effectivement, les problèmes, ce n'est pas dans tous les cas, mais majoritairement, les problèmes, c'est ça. Parce que le fait que le migrant soit revenu involontairement, déjà, il y a beaucoup de migrants involontaires de retour qui se présentent juste comme tu les vois, c'est-à-dire que chemise, pantalon, chaussures, ils n'ont même pas de sac. Ça fait même partie des causes du retour des migrants. Ils ont des problèmes avec les membres de la famille. Bon, la faute est imputable à la fois, des fois aux migrants, mais parfois aussi aux membres de la famille. Quelle est la responsabilité du migrant dans ce contexte-là? Il y a des migrants qui, après avoir parti, coupent le pont avec la famille. Vous voyez? Donc, quand toi, tu es expulsé dans ces conditions-là, tu viens et tu veux que tu sois considéré comme l'enfant chouchou de la famille, cela pose un problème. Ça, c'est d'un côté. De l'autre aussi, un migrant peut être irrégulier, il peut être expulsé ou bien même venir de son propre chef, donc par sa propre volonté, mais cela n'exclut pas les problèmes entre lui et les membres de la famille. Parce que tu verras que dans la famille, le joli bâtiment que la famille habite, tous les engins roulants, tous les enfants qui sont à l'école, c'est lui, en tant que migrant, qui s'en est occupé de tout. Mais maintenant qu'il soit de retour, surtout suite à un problème, il ne peut même pas demander 5 francs à quelqu'un, donc cela pose un autre problème. Donc ça amène souvent des problèmes entre les migrants et les membres de la famille. Donc particulièrement entre les hommes, entre les époux aussi, donc les hommes et leurs femmes. Parce que la femme, moi en tant que femme, j'étais entendu pendant plus de 15 ans, je me vante même comme quoi que mon mari est en Espagne, mais toi tu es de retour, tu n'es même pas en mesure de m'acheter un seul complet de bazin, tandis que lui, dont son mari est jardinier, bon, c'est pas pour manquer de respect au jardinier, lui il a tout, donc ça pose d'énormes problèmes dans les familles. Mon mémoire portait même sur ça un peu. J'ai posé la question à savoir, est-ce qu'à votre retour, vous avez été bien accueillis par la famille? Donc pour les migrants involontaires, là, des retours, les expulsés, les refoulés, la plupart des réponses, c'était non. Et la principale cause, c'était parce qu'ils n'ont rien amené. Voilà. Mais pour ces deux cas précis, quel conseil? Bon, pour ça, il faut vraiment beaucoup de concessions des deux côtés, et du côté du migrant et du côté de sa famille. Donc cela rejoint même un peu la question des stratégies en ce qui concerne
pour les migrants involontaires de retour. Bon, l'AME précisément à ce niveau, quand on parle de réinsertion, la réinsertion n'est pas que économique, hein, elle est à la fois économique et sociale. Donc maintenant, pour faciliter le volet social de la réinsertion, l'AME fait ce qu'on appelle les groupes de discussion. C'est-à-dire qu'il y a des migrants de retour d'un moment à l'autre, donc quelquefois par mois, on les invite pour qu'ils échangent. Donc ça trouve que... Entre migrants? Oui, entre migrants. Okay. Exclusivement entre migrants retournés volontaires et involontaires. Donc moi, je peux avoir des problèmes au cours de mon parcours migratoire. Dans ma compréhension, personne n'a vécu pire que moi. Mais quand je change avec les autres, je verrai que vraiment mon problème comparé à celui de ces derniers-là n'est rien. La même chose que les problèmes familiaux aussi. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre aussi, il y a des migrants quand ils viennent, ils ne veulent pas retourner en famille. D'autres ne savent même plus où se trouve leur famille. Donc dans ce cas-là, l'AME fait des enquêtes pour savoir là où se trouve sa famille. En plus de cela, on fait ce qu'on appelle l'accompagnement à domicile ou bien les visites à domicile. Les migrants qui ne veulent pas rentrer chez eux, on les sensibilise pour qu'ils rejoignent la famille. Bon, de temps en temps, on passe aussi dans la famille pour voir comment ça se passe avec le migrant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, le migrant aussi peut nous revenir encore pour nous dire que franchement, avec ma famille, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela. Donc, il y a des chargés du volet social à l'AME qui se rendent dans ces différentes familles-là pour essayer de réconcilier les migrants et sa famille. Okay. Merci pour toutes ces informations. Toujours des questions sans réponse. Abdoulaye, le dispositif mis en place pour détecter les migrants irréguliers précocement. Y a-t-il un dispositif? Je pense qu'il y avait Ben qui avait posé une question par rapport en rapport avec la criminalisation de la migration. Une loi qui serait abrogée par le Niger. Oui. Voilà. Mohamed, oui. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que la loi de 2015 au Niger avait été soutenue, hein. Ça a été largement soutenu par l'Union européenne et d'autres États, parce que Agadez jusqu'à là était quand même le principal carrefour où les migrants ouest-africains, souvent même plus loin, passaient pour rejoindre les pays du Maghreb, moi je dirais dans une moindre mesure les côtes européennes. Dans ces dispositifs, je pense que les mêmes discussions avaient eu lieu à son temps avec le Mali, mais bon, le Mali avait une autre vision de la question. Je pense que la question de la migration, il faudra comprendre de notre point de vue que c'est une question d'abord sociale, une question humaine. Ceux qui ont tenté de mettre des politiques sécuritaires pour gérer, ça n'a jamais marché. Donc, la vision du Mali, c'est une autre vision. Et cette loi de 2015 au Niger a été très fortement critiquée, non seulement par les organisations de la société civile, mais aussi par la CEDEAO. Parce que le protocole de la libre circulation de la CEDEAO avait déjà balisé le chemin pour faciliter la circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. Mais malheureusement, cette loi entravait. Et il y a eu des cas d'expulsion des Sénégalais ou des Gambiens à partir du Niger. C'était très, très critiqué à son temps. Maintenant, il y a une reconfiguration effectivement de flux après cette loi. Pour nous, l'abrogation de cette loi, déjà, vous savez, la migration, si vous fermez une route aujourd'hui, dans quelques jours, il y a une autre route qui va se créer. Les gens s'adaptent tout de suite, ils continuent. Malgré cette loi-là, la migration n'a jamais été arrêtée. Par contre, ça a accru l'insécurité autour des routes qui sont devenues plus restreintes encore. Donc les gens vont reprendre les choses comme ça s'est passé, en réalité. Est-ce que la solution, c'est la répression? La solution, moi, je pense que la répression n'a jamais été la solution pour gérer les questions de migration. Les pays qui l'ont tenté, certains pays européens l'ont tenté depuis les années 70. Aujourd'hui, ils ont plus de migrants irréguliers que dans les années 70. Donc, ça ne marche pas. Plutôt, il faudra instaurer un cadre de dialogue entre les pays d'origine et les pays d'accueil. La main-d'œuvre, ils en ont besoin dans certains secteurs. Et nous avons aussi cette main-d'œuvre-là qu'on peut former et envoyer dans ces pays, au lieu de mettre en place cette... Nous, globalement, c'est la question, ce que nous faisons, ce que nous encourageons en tout cas, c'est de sensibiliser les jeunes, c'est de les conscientiser pour dire que ces routes-là sont dangereuses. Au-delà que la police va vous arrêter par-ci, par-là, ça peut conduire vraiment à des situations dramatiques. Ça, c'est de sensibiliser davantage. Et ce travail-là, c'est de le faire au-delà des capitales régionales, dans les communes, dans les villages. Parce que la majorité des migrants vient aussi de ces zones-là, en fait. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment un premier élément où nous travaillons là-dessus. Maintenant, les forces de sécurité aussi, il y a une brigade de répression contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants qui a été créée, qui travaille aussi pour démanteler les réseaux de passeurs.
Comme je l'ai dit, la migration, c'est un droit quand même. Hein. C'est un droit qui est reconnu même par la Constitution, aller et revenir. Et comme je l'ai dit, nous sommes aussi dans un espace communautaire où nous avons des textes. Au Mali, je pense qu'on doit recevoir, et on le fait très bien d'ailleurs, des ressortissants d'autres pays africains, notamment les ressortissants de la CEDEAO, qui sont très nombreux à traverser notre pays. Donc, c'est plutôt une gestion vraiment sociale, mais ce n'est pas du laxisme en fait. Il y a des textes qui encadrent, on se met vraiment dans l'esprit de ces textes-là. Sinon, la migration interne vers les capitales, c'est la première étape de la migration internationale. Donc, c'est une réalité. Maintenant, il y avait une question aussi par rapport à quelle stratégie. Bon, c'est tout ce que nous avons déjà développé. Les projets d'insertion portés par l'État, mais aussi par nos partenaires internationaux, mais aussi par les organisations de la société civile. Et je pense que cette question aussi est suivie de plus en plus au niveau universitaire aussi par nos collègues, pour aider à la réflexion, pour aider vraiment à des propositions pertinentes. Mais moi, encore, pour moi, c'est l'idée d'associer la diaspora à ces stratégies. Parce que le message, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas partir. La migration, c'est une très bonne chose, en fait, mais il faut qu'elle soit organisée. Il faudra partir dans de très bonnes conditions qui garantissent au moins votre vie. Sinon, personne ne peut arrêter la migration, quelle qu'en soit la forme. Ce n'est ni possible ni souhaitable. Donc, c'est un peu ces dispositifs qui sont là, je suis tout à fait d'accord, qu'il faudra les renforcer parce qu'il y a beaucoup de demandeurs. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent dans des situations difficiles. Et il y a aussi des porteurs de projets qui peuvent aider le Mali à avoir une véritable politique d'investissement dans ce sens-là. Donc je pense que c'est un peu les quelques questions que je voulais... Oui. La dernière question posée par Assita Kibiri, je pense qu'elle a été répondue... Voilà, par là, mais vous voulez apporter aussi des réponses. Ce qu'on va faire, on va faire un dernier tour de table, donner la parole aux invités. Un ajout. Je l'ai répondu qu'en partie, j'ai juste parlé de la stratégie sociale. Non, il s'agit de notre assistant, elle est le stagiaire à l'essor, je pense. Sinon, la question d'Assitan Keita a été répondue. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je ne pense pas qu'on pourra, si on pourra faire une autre tour. Il reste uniquement 7 minutes. Donc, on va donner la chance à vous, les invités, de donner votre mot de la fin, les conseils que vous avez à l'endroit de la jeunesse et les solutions aussi que vous proposez pour un peu sécuriser cette migration-là. Allez-y, Monsieur Traoré. OK, merci. Donc, comme chacun le sait, Dr Boulaye vient de le dire, la migration, c'est un droit. C'est un droit et puis chacun connaît l'impact de la migration dans l'économie malienne de nos jours. La preuve en est que... je vais vous interrompre, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Régulière. Non, la migration... La précision. Oui, non, la migration, qu'elle soit régulière ou irrégulière, a beaucoup d'impact sur la société malienne à travers les fonds à rapatrier par les migrants maliens. La preuve en est qu'annuellement, ce que les migrants maliens rapatrient dépasse de loin l'ensemble des aides au développement confondues. Okay. Et quand tu prends certaines régions aussi, telles que la région des Cailles, il y a beaucoup de domaines où les migrants ont carrément supplanté l'État. Voilà. Pour autant, les drames consécutifs de nos jours sont énormément préoccupants. Donc les jeunes désœuvrés, poussés par la précarité, en quête d'un lendemain meilleur, périssent tous les jours, soit dans le désert, soit dans la mer. Donc, à l'AME, nous n'avons pas pour vocation d'encourager ou bien de décourager la migration. Comme je l'ai dit, la migration, c'est un droit et chacun est libre de partir ou de rester. Mais quand tu dois partir, il faudrait savoir où partir, mais surtout et aussi comment partir. Je vous remercie. Merci bien pour ces conseils. Boulaye Keita, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur. Un bref mot. Merci beaucoup. Donc moi, je voudrais très sincèrement saluer encore l'initiative, que la presse soit au devant avec les jeunes, mais aussi des personnes et ressources, des universitaires, les organisations de la société civile et aussi les représentants de l'État pour évoquer cette question. Moi, je pense que la migration, c'est une réalité humaine, que je pense qu'on ne pourra même pas être contre quand on voit aujourd'hui le niveau de mondialisation. Mais seulement le message adressé aux jeunes, c'est de s'inscrire dans des créneaux qui garantissent vraiment leur sécurité. Moi, je dis aux gens, chaque fois que vous avez une opportunité de migrer légalement, c'est une autre école. Allez voir ailleurs et puis revenir, je pense que ça change. La migration change l'homme en fait.
Si vous passez 10 ans à l'extérieur, vous ne revenez pas étant la même personne. Les idées, ça change et votre mentalité aussi change complètement. Donc, par rapport au dispositif, je pense que là, ça a été dit, il y a des dispositifs qui sont en cours, mais il faudra aller à la recherche d'informations par rapport à ces dispositifs, mais que la jeunesse aussi s'engage un peu plus davantage pour dire que la question de la migration, c'est aussi l'affaire de tout le monde. La diaspora est associée à ce message pour dire qu'on ne peut plus rester dans les logiques de 80 ou 70. Si j'arrive en France, au bout de quelques temps, j'ai des documents, je pourrais venir. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut rester 10 ans, 15 ans sans pouvoir trouver l'opportunité de revenir à la maison. Donc, je pense que c'est de mettre le focus sur les opportunités que nous avons déjà dans notre pays. Nous avons le secteur agricole, c'est un créneau porteur au Mali. Et le secteur de l'élevage aussi, ça a été évoqué, où nous pourrons investir sans tenir compte effectivement des diplômes que je dispose. Monsieur Boulaye, nous allons donner la parole à Monsieur Fofana. C'est un débat édifiant, on aura le temps de l'approfondir après. Merci. Okay. Merci Madame Koulibaly de m'avoir donné la parole. Donc, pour terminer, je dirais que la migration étant historique, il faudra que nos différents pays maintenant parviennent quand même à mettre les bouchées doubles pour pouvoir quand même et retenir nos populations. En quoi faisant, comme je l'ai toujours dit, en créant beaucoup d'écoles professionnelles pour que les gens apprennent à faire la maçonnerie, la peinture, la plomberie, etc., qui payent mieux que d'avoir des diplômes supérieurs et de rester dans le chômage. Donc c'est ce qui doit être fait et que les universités aussi puissent être un peu désengorgées et qu'avec les écoles professionnelles, là, chacun pourra trouver son compte. Et il faut aussi encourager l'entrepreneuriat. C'est-à-dire avoir un diplôme ne veut pas dire travailler dans un bureau, il faut quand même s'associer les uns avec les autres. Les prêts bancaires, certes c'est difficile, mais quand même il faut essayer de les accompagner dans ce sens pour que chacun essaie de créer quand même sa petite entreprise. Donc le pays quand même, les pays, quand la lancée dans laquelle nous sommes maintenant, le Niger, le Mali et le Burkina, les nouvelles autorités pourront quand même, n'est-ce pas, prendre le taureau par le corps pour pouvoir se lancer dans cette perspective pour quand même réduire, n'est-ce pas? Le temps imparti est déjà épuisé, okay. Monsieur Fofana. Merci bien. Nous allons remercier nos invités sur le plateau et le grand public qui a assisté à ce débat aujourd'hui. Nos invités d'aujourd'hui étaient Baïri Traoré, il est sociologue, membre de l'Association malienne des expulsés, Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, Sori Ibrahima Fofana, spécialiste des questions migratoires. Je rappelle que cette émission est coproduite par 3 médias de la Fondation Hirondelle, Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali et Studio Kalangu au Niger. Et la présentation a été assurée par Mariam Koulibaly du Studio Tamani du Mali, Aimé Roland Ouedraogo du Studio Yafa du Burkina Faso et moi-même Rafika Taher du Studio Kalangu du Niger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le débat se termine ici, mais les réflexions continuent. Merci. Il y a débat.